tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Vous savez, nous diffusons dans 200 pays et en 22 langues cette émission qui est également reprise par les sites internet tout en partie de nos partenaires Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes, Centre France La Montagne et le magazine Le Point qui est également partenaire donc de Face au territoire. Mon invité ce matin, c'est Claude Malhuret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre et président du groupe Les Indépendants au Sénat. Claude Malhuret, vous êtes un très grand spécialiste de ce qui est devenu l'Internet aujourd'hui. On parlera tout à l'heure avec Stéphane Vernet de Ouest France de ce rapport parlementaire, de ce rapport du Sénat, notamment qui met en cause, je crois, TikTok avec l'ensemble du dispositif qui a été mis en place par les Chinois pour capter nos données. Vous êtes un spécialiste de ces questions-là. On est donc passionné de vous entendre sur ces questions tout à l'heure. Une question politique tout d'abord. Vous avez adhéré au parti d'Édouard Philippe en 2020, Claude Malhuret. Vous avez été, on le sait, président de Médecins sans frontières. Vous avez été secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Et dans cette interview dans l'Express, Édouard Philippe a prétendu lever des tabous sur l'immigration. Le titre de l'article, c'est « Immigration, on crève des non-dits ». C'était donc la une de l'Express, qu'on voit d'ailleurs derrière vous. Il préconise notamment la dénonciation de l'accord de 1968 avec l'Algérie et expose une nouvelle forme de doctrine très personnelle sur l'immigration. Est-ce que vous adhérez à cette doctrine, Claude Malhuret, vous qui avez été, et êtes un grand humaniste? Je crois qu'il ne faut pas opposer l'humanisme et puis la responsabilité. Édouard Philippe a raison de dire qu'on crève des tabous sur un certain nombre de sujets et notamment sur l'immigration. C'est une évidence. Deuxièmement, je vois là rien de très révolutionnaire. On a déjà modifié 3 fois les accords avec l'Algérie sur l'immigration, le rediscuter une autre fois. Vous savez, au fur et à mesure, la date de l'indépendance de l'Algérie, qui date de plus de 60 ans, ça commence à être de l'histoire. Et petit à petit, évidemment, les spécificités de l'accord avec l'Algérie disparaîtront. Pourquoi aujourd'hui faut-il des accords spéciaux avec l'Algérie plutôt qu'avec le Maroc ou la Tunisie vu de France et même vu du Maghreb, je pense. Vous avez lu, j'imagine, cette interview dans l'Express. Oui. Vous êtes d'accord avec l'ensemble des dispositions qu'il préconise? Pour revenir à votre question initiale, Raymond Aron disait « Faut-il déraisonner pour être généreux ?» Je crois que ça ne s'oppose pas. L'immigration a atteint cette année un pic depuis plusieurs années. C'est pas seulement vrai en France, c'est vrai en Europe pour différentes raisons. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Si nous ne contrôlons pas l'immigration, et à chaque fois, on en est à la 30e loi sur l'immigration depuis 30 ou 40 ans, et les résultats ne sont pas là. Nous ne contrôlons pas comme nous voudrions l'immigration. Le fait de dire il faut la contrôler parce que pour intégrer les immigrés, il faut... c'est Rocard, le premier, qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça l'a poursuivi, encore un tabou, ça l'a poursuivi pendant des années et des années. Et pourtant, Rocard avait raison. Si on veut intégrer les immigrés, il faut contrôler l'immigration. Et par conséquent, il n'y a rien dans ce que dit Édouard Philippe qui me choque. Je pense que c'est un discours de responsabilité. Vous allez le soutenir s'il est candidat à l'élection présidentielle? Alors, je ne sais pas s'il sera candidat. J'espère bien qu'il sera candidat. C'est dans 4 ans, c'est loin. S'il est candidat, bien sûr, je le soutiendrai. J'appartiens à son parti. C'est un parti, on parlait d'humanisme tout à l'heure, c'est un parti libéral, un parti humaniste. Et je suis très, très, très content d'appartenir dans ce parti. Et beaucoup de sénateurs de ce parti sont dans le groupe des indépendants que je préside au Sénat. C'est Claude Malhuret, notre invité ce matin dans Face au territoire, l'ancien ministre qui est président du groupe Les Indépendants au Sénat. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef délégué de Ouest France, directeur de la rédaction de Paris. On va tout de suite partir, Claude Malhuret, si vous le voulez bien, à Rennes, où François-Xavier Lefranc, qui est le directeur des rédactions de Ouest France, a une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Monsieur Claude Malhuret. En France, les médias sont régis par la loi de 1881. Cela signifie que les directeurs de la publication sont responsables, devant la loi, de ce que publient leurs médias. Ce n'est pas le cas des réseaux sociaux. Nos sociétés considèrent qu'ils ne sont que des hébergeurs. En clair, ils peuvent publier quasiment n'importe quoi, ils ne tombent pas sous le coup de la loi, ou si peu. Et ce ne sont pas les quelques condamnations qu'on voit fleurir par-ci par-là qui changeront les choses. Cela signifie que l'activité de ces entreprises, souvent mondiales, richissimes, peut porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes sans que ça ne tombe sous le coup de la loi. Les menaces, il y en a tous les jours. Les menaces de mort, il y en a tous les jours. Les insultes, il y en a tous les jours. Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Et ça continue, jour après jour.
et nos démocraties vacillent. Ma question est la suivante. Est-ce que nous ne sommes pas rentrés finalement dans un monde où les technologies, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, vont beaucoup plus vite que les réflexions politiques et éthiques et que la constitution du droit? Est-ce que nos démocraties ne sont pas tout simplement dangereusement dépassées par les événements? Je ne sais pas où je dois regarder. nous. Pour ce que on vient d'entendre, François-Xavier Lefranc. je dis depuis plusieurs années. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Obama disait il y a un an ou deux dans The Atlantic, une interview à The Atlantic, les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales menaces pour nos démocraties. Et Dieu sait qu'Obama, il connaît les réseaux sociaux, il sait de quoi il parle. Je suis parfaitement d'accord. Deuxième aspect, j'ai déposé au Sénat une proposition de loi qui a été votée par le Sénat, mais qui n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Elle a été votée contre l'avis du gouvernement à l'époque. C'était Cédric O, le ministre du numérique. Et cette proposition de loi considérait les plateformes non pas comme des hébergeurs, mais comme des éditeurs à partir du moment où ils classaient l'information, que souvent ils volent d'ailleurs, vous êtes bien au courant, et ils volent aux médias traditionnels, mais indépendamment de ça, c'est à partir du moment où ils règlent par algorithme l'information qu'ils retirent, qu'ils trient, ils n'ont plus simplement un rôle d'hébergeur, ils ont un rôle d'éditeur. Et ma proposition de loi consistait à dire ils sont des éditeurs et par conséquent ils ont les mêmes responsabilités que des directeurs de journaux, des directeurs de rédaction. On aurait pu cette loi être poursuivie pour diffamation, pour injure publique, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Par contre, dans la question de François-Xavier Lefranc, il évoque le fait qu'il n'y a pas de sanctions qui fonctionnent. Il y a quand même la loi européenne sur les services numériques qui va permettre, à partir de ce mois d'août, d'imposer potentiellement des amendes pharaoniques aux plateformes qui ne retireraient pas promptement, je cite, des contenus illicites. Il y a 19 plateformes qui sont ciblées. Est-ce que ça pourrait mettre enfin un coup le holà au harcèlement en ligne, par exemple? Je pense que c'est un premier pas et que c'est un premier pas important. Pourquoi? Mais ça n'est qu'un premier pas. D'abord parce que l'Europe est la seule à avoir fait ces pas. Le RGPD, parce qu'il y a déjà un premier pas qui a été fait, qui s'appelle le RGPD. C'est une première étape dans le DSA dont vous parlez, et il existe déjà depuis quelques années. Et deuxièmement, le DSA va être mis en place à partir du mois d'août. Et il crée un statut, je dirais, intermédiaire. C'est déjà pas mal entre hébergeur et éditeur. DSA, pardon. Le Digital Services Act, c'est la loi numérique. Une loi numérique sur les services numériques qui sera valable pour toute l'Europe. Donc c'est un premier pas et un pas important. Par exemple, Thierry Breton, quand il l'a présenté, a dit tout ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Donc c'est déjà un premier pas important. Ça pourrait marcher. Alors voilà, le problème, c'est le déséquilibre. Face à des plateformes qui ont des milliards pour faire du lobbying, qui ont des milliards pour payer des avocats, géants, etc. vous voulez dire des géants financiers. Des géants. Vous avez des régulateurs européens, que ce soit la CNIL ou l'ARCOM en France et d'autres ailleurs, il y a une disproportion de moyens terrible. Mais les GAFA ne cessent de collectionner les amendes records à coups de milliards, etc. Elles ne les payent jamais? Mais même si elles les... Ben non, parce qu'elles mettront 10 ans avec tous leurs avocats et tout, mais même si elles les payent, qu'est-ce que ça peut faire à Google? C'est une paille pour elles, de payer 500 millions, ils continueront imperturbablement. L'autre problème peut-être du DSA, c'est qu'on a confié... On pourrait dire que c'est une bonne chose. On a confié maintenant le contentieux et la surveillance à un seul régulateur qui est le DPC irlandais. C'est-à-dire que l'ARCOM demain va être dépossédé de ses prérogatives qui sont d'ailleurs faibles. Pour le moment, elle n'a pas le droit de faire des sanctions. Au profit des Irlandais et toutes les autorités européennes. Moi, je trouve que ça pose un vrai problème parce que le DPC, l'Irlande, c'est un petit pays, le DPC, c'est une petite autorité de régulation, et l'Irlande, tout le monde le sait, les GAFAM s'installent tous en Irlande à cause des problèmes fiscaux, et l'Irlande. Donc il y a un problème aujourd'hui. Mais le DSA en soi, c'est un pas en avant assez considérable. À propos des réseaux sociaux, vous avez demandé la constitution d'une commission d'enquête concernant TikTok, que vous soupçonnez d'espionner massivement ses utilisateurs au profit de la Chine. Vous avez auditionné la directrice générale de TikTok France la semaine dernière. Est-ce qu'elle vous a rassuré? Elle a répondu à vos questions ou pas? Et est-ce que la France est naïve en la matière? Alors, j'ai reçu le directeur des relations publiques et la directrice des opérations. Ça a duré 6 heures, 3 heures chacun. Je ne suis pas plus avancé après qu'avant. Ils ont nos données. Est-ce qu'ils ont nos données? Ils nous piquent tout? Ils nous espionnent? D'abord, c'est TikTok et l'application.
qui prend le plus de permis, ce qu'on appelle des permissions sur votre téléphone. 44 permissions. Quand on dit permission, il y en a pour lesquels ils ne demandent pas la permission. C'est ce qu'on appelle de l'opt-out et pas de l'opt-in. Donc c'est par si vous adhérez à l'application, vous avez ça. Oui, bien sûr qu'ils s'en servent. D'abord, ils s'en servent pour des raisons normales, pour cibler la publicité, etc. Et puis, il y a des tas de permissions, quand on les regarde, qui ne servent à rien pour l'application. Donc, vous avez un nombre de permissions extrêmement important. Deuxièmement, la fuite de données en Chine est avérée. Elle a été prouvée, notamment aux États-Unis, et TikTok a fini par être obligé de le reconnaître, reconnaître que des ingénieurs chinois manipulaient nos données pour des tas de raisons, pas obligatoirement des raisons d'espionnage, mais évidemment, quand on sait que dans TikTok, en Chine, dans toutes les entreprises, il y a une cellule du Parti communiste chinois et que la loi impose. Et les Américains, par exemple, les Américains ou les Anglais interdisent à leurs fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok sur leur téléphone. Les Européens aussi. On fait la même chose. Les Européens aussi depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Donc ça avance. Ça avance, mais ça pose un problème. C'est que moi, ça fait partie des sujets sur lesquels on se penche. La Commission européenne a décidé d'interdire l'appli à tous ses fonctionnaires. Et tous les gouvernements européens l'ont suivi, dont le gouvernement français. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'il y a un transfert massif de données, donc il y a des risques d'espionnage. Mais ils ouvrent la boîte de Pandore en faisant ça, et ils vont trop loin ou pas assez loin. Si on décide de l'interdire aux fonctionnaires et tout, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'on sait qu'il y a des données qui partent, etc. Mais il n'y a pas que les fonctionnaires européens qui sont... Il faut prévenir tous les utilisateurs. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises stratégiques, il y a les mômes, c'est peut-être un peu moins important. Alors, à propos des mômes, justement, et de TikTok, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme a publié une grande étude mondiale hier sur la façon dont les médias sont utilisés. Les réseaux sociaux progresse en flèche et à l'échelle du monde, 20% des 18-24 ans utilisent TikTok pour s'informer. Les jeunes préfèrent les influenceurs aux journalistes. Vous parliez tout à l'heure de la phrase d'Obama sur le danger pour la démocratie. On y est? Ça vous inquiète, ça? Alors, 20%, oui, bien sûr, ça m'inquiète, et puis ça va monter, parce que TikTok est une application qui croît beaucoup plus rapidement que les autres. D'ailleurs, certaines sont en train de baisser. Elles ont chacune leurs défauts. Vous avez aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, etc., des fermes à trolls, essentiellement contrôlées par la Russie, dont on connaît tous les problèmes majeurs, le Brexit, l'élection de Trump, etc. TikTok, c'est une autre façon de faire. C'est pas le réseau de vos amis ou de vos faux amis qui sont des trolls, c'est directement l'application qui vous suggère à partir de son algorithme. Donc c'est une autre façon de fonctionner. Mais le résultat est le même, bien entendu, que je suis inquiet. C'est Claude Malhuret, l'ancien ministre, qui est notre invité aujourd'hui dans Face au territoire, avec une de Ouest France, Stéphane Vernet, qu'on voit, EDF. Oui, et les centrales qui vieillissent beaucoup en France, avec des réacteurs qui nous posent problème, 9 réacteurs qui posent question dans leur état de vétusté. Merci Stéphane Vernet. On va regarder maintenant du côté de notre invité permanent dans cette émission, qui est collaborateur et dessinateur de Ouest France, qui est Chonu. C'est une tradition de cette émission, Claude Malhuret, qui a une question à vous poser sous forme de dessin. On regarde et on écoute Chonu. Claude Malhuret, monsieur le sénateur, bonjour. Alors, quoi de neuf, docteur? Enfin, une bonne nouvelle. La consommation régulière d'alcool chez les Français est en baisse et il y a de plus en plus de visiteurs dans votre bonne ville de Vichy. C'est le principe des vases communicants. Il faut dire que vous avez été longtemps maire de cette ville. En cours de route, vous avez rasé votre moustache, très Second Empire, ce qui me permet de rappeler en passant que la ville doit tout à l'empereur Napoléon III. Mais parlons des heures les plus sombres de votre ville. Récemment, la première ministre Elisabeth Borne a rappelé la filiation qu'il y avait entre le RN, ex-FN, et le régime de Vichy, en la personne du maréchal Pétain. La question que je pose, diaboliser systématiquement le Front National, ou plutôt Rassemblement National, n'est-ce pas une façon de faire diversion face à l'échec des politiques migratoires et leurs conséquences? Alors, je voudrais, pour commencer, profiter de votre question pour dire, une fois de plus, mais ça énerve beaucoup les Vichysois,
que Vichy n'est pour rien dans la venue du gouvernement de Pétain, que la ville a été vidée de ses habitants, qu'elle n'a jamais demandé. Et par conséquent, souvent, on confond les vichistes avec les vichysois, et les vichysois sont très énervés de cela. Donc j'en profite pour réhabiliter un peu, si je peux dire, vis-à-vis de ceux qui critiqueraient. Deuxièmement, ce qu'Elisabeth Borne dit, c'est une réalité. Ce parti a été créé par même d'anciens collabos, d'anciens pétainistes, je ne parle même pas de l'épisode de l'OAS, et par conséquent, de ce point de vue-là, elle a raison. Troisièmement, moi je pense que le Front National, le Rassemblement National est en train d'essayer de se dédiaboliser. Je pense que qu'il ne faut pas être naïf. Le Rassemblement National n'a pas changé d'idéologie. Voilà, depuis Nice, en duplex et en direct de son magnifique studio d'ailleurs, tout neuf, Denis Caro qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin. Denis Caro, l'immigration encore toujours au centre des débats publics. Oui, bonjour Claude Malhuret. 79 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau au large de la Grèce. Pourtant, ce bateau avait été signalé quelques heures plus tôt. Médecins sans frontières estiment d'ailleurs que les autorités auraient pu intervenir. Comment peut-on éviter de tels drames? C'est le plus lourd bilan depuis 2016. C'est le problème, évidemment c'est un des problèmes parmi un problème beaucoup plus vaste qui est celui de l'immigration en général. Quelles que soient les lois qu'on votera en France ou dans tel ou tel pays, on n'arrivera pas à régler ce problème s'il n'y a pas au niveau européen, parce que c'est bien entendu un problème européen, des accords avec les pays d'origine de l'immigration. Même s'il y a ces accords, ça continuera à poser problème. Tant que la Libye est dans une guerre civile, évidemment que nous n'allons pas avoir des rapports et qu'on ne réglera pas le problème. Mais déjà, essayer de le régler avec ceux qui sont aujourd'hui des pays responsables et qui ne sont pas en guerre. La première nécessité, c'est des accords généraux, globaux de l'Europe avec ces pays d'immigration. Le deuxième, c'est de renforcer Frontex, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de la surveillance aux frontières, et notamment aux frontières maritimes. Frontex va être doté de 10 000 personnes supplémentaires, mais cette décision a été prise en 2018 et elle sera appliquée totalement à partir de 2028. Visiblement, on ne répond pas au problème avec une attention suffisante. Denis Caro. Cette crise migratoire, elle résonne très fortement dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne. Le président des Républicains et député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, parle même de véritables raz-de-marée. Pourtant, 150 policiers et gendarmes ont été envoyés ces dernières semaines, mais la situation est toujours aussi tendue. Est-ce que l'État a pris la mesure de cette situation ? Oui, je pense que l'État a pris la mesure, mais encore une fois, ça prouve bien ce que je disais il y a un instant. C'est un problème européen. Si on ne le règle pas à l'échelle européenne, l'Italie continuera à laisser passer les immigrés vers la France et la France sera obligée de fermer de plus en plus hermétiquement sa frontière avec tous les problèmes que ça peut poser. Et en plus, actuellement, vous connaissez le gouvernement italien, il n'est pas vraiment sur la même ligne que le gouvernement français, donc il y a souvent une sorte de course à l'échalote. Donc tout cela ne se réglera pas à la frontière italo-française. Elle se réglera au niveau européen avec une même politique qui aujourd'hui n'est pas le cas malgré Schengen, malgré beaucoup de décisions. Dans les faits, ça n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Le problème de la frontière italo-française se pose d'une autre façon à la frontière franco-anglaise, franco-britannique. Donc aujourd'hui, on est loin d'avoir réglé ce problème. Je le redis, et je sais que c'est compliqué. Il n'y a pas de gouvernement européen à proprement parler, donc c'est plus compliqué. Il faut s'entendre, il faut discuter, mais ça ne se réglera qu'au niveau européen, parce que le problème est européen. Il est mondial, mais il est européen pour nous. Je le disais, vous avez été secrétaire d'État chargé des droits de l'homme de Jacques Chirac. Ça a beaucoup évolué depuis ce temps où vous étiez au gouvernement chargé de ces questions. Et est-ce que ça a beaucoup évolué en mal ? Non, vous savez, le monde, c'est difficile de dire s'il évolue en bien ou s'il évolue en mal. Il y a des tas de choses sur lesquelles des tas de domaines sur lesquels il a évolué en bien, mais il a évolué. Moi, quand j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme, il y avait en face de nous l'Union soviétique avec tous les satellites, les problèmes majeurs de droits de l'homme qui se posaient avec le goulag, etc. C'était la guerre froide. Entre-temps, regardez une évolution fantastique.
l'Europe de l'Est s'est libérée. Se repose aujourd'hui le problème de l'Ukraine, etc. Mais il y a eu des évolutions considérables vers la démocratie à partir des années 50. Vous ne faites pas partie des déclinologues ou des déclinistes? Non, je dirais deux choses. La première, c'est qu'aux années 90, le long combat d'un siècle entre les démocraties et les totalitarismes a été gagné par les démocraties. Et on a cru aux années 90 qu'il était définitivement gagné. On s'aperçoit aujourd'hui que les dictatures reviennent, que l'alliance de Poutine, de Xi Jinping, du docteur Folamour de Corée du Nord et du massacreur de femmes en Iran est en train de se reformer et qu'elle a décidé de refaire la guerre à la démocratie et à nos démocraties. Donc ce point de vue-là, c'est très très inquiétant. Mais il y a eu aussi beaucoup d'avancées. C'est le monde, il évolue comme ça, pas de façon linéaire. Denis Caro. Pardon? Alors sur un autre sujet, dimanche dernier, 150 militants écologistes se sont attaqués à des serres expérimentales appartenant à des maraîchers nantais. Alors après les affrontements de Sainte-Soline, est-ce qu'on doit se résoudre et accepter de voir ces violences et ces actes menés par des militants écologistes radicaux se multiplier ? C'est absolument insupportable, c'est illégal. Je pense en plus que c'est le pire service qu'ils puissent rendre à l'écologie qu'ils prétendent défendre. Les serres qu'ils ont attaquées, c'était des serres qui étaient destinées à tester des plantes qui n'auraient pas besoin de pesticides. Donc c'est exactement ce qu'ils demandent, et ce que tout le monde demande d'ailleurs d'un certain côté. Et puis la dernière chose, moi je viens d'un département rural, je viens de l'Allier. Il y en a marre. Il y en a marre de l'agribashing, il y en a marre de taper sur les agriculteurs. Au nom de l'écologie, ils décident de se permettre toutes les dérives, tous les actes illégaux, tous les arrachages. Ça n'est plus supportable. Et je pense aujourd'hui que les sanctions qui sont faites par la justice n'ont aucune commune mesure avec les dégâts engendrés. Vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui se suicident, et notamment en raison de ces attaques permanentes. Il faut aujourd'hui défendre notre agriculture qui est menacée. Denis Caro, la une de Nice Matin. Je précise également que vous dirigez les rédactions de Var Matin et de Monaco Matin, le groupe Nice Matin. La une de Nice Matin, faut-il interdire Airbnb? On le voit avec la multiplication des locations saisonnières. De plus en plus d'habitants sur la Côte d'Azur ont du mal à se loger. Voilà, et bien sûr, jeudi prochain, Denis Caro, vous serez avec nous en plateau puisque nous recevrons le président des Républicains, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Merci Denis Caro, en duplex et en direct de la rédaction de Nice Matin à Nice. Dans un instant, Armelle Le Goff, qui dirige la rédaction du Point, directrice adjointe du Point, qui sera sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de questions qui fâchent. Oui, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Et il semble que vous avez été directeur éthique du groupe Corian, qui compte 298 établissements. Quel regard portez-vous sur ce sujet ? Comment vous répondre en 2 minutes ? C'est un des sujets majeurs. D'abord démographiquement, nous vieillissons. Nos pays européens et tous les pays du monde d'ailleurs, la Chine c'est encore pire, vieillit à une vitesse accélérée et par conséquent, il va falloir accorder de plus en plus, non seulement d'attention, mais d'argent à la protection des personnes âgées. Ça demande il va falloir de plus en plus d'argent, de plus en plus de personnel. Et Dieu sait qu'aujourd'hui nous manquons de personnel même dans les hôpitaux, et de plus en plus de formation. Donc le défi est immense et je suis bien placé pour le savoir. J'ai mis en place, lorsque j'étais directeur du développement éthique, des formations, des renforcements d'équipes, etc. Mais non seulement c'est une tâche considérable, mais il ne faut pas simplement l'avoir dans les institutions, parce que la plus grande partie des gens qui vieillissent, la plus grande partie des seniors, la plus grande partie des gens qui sont affectés par des pathologies de la vieillesse, ils sont traités à domicile, avec un problème pour les aidants, dont beaucoup sont à bout de force. Et par conséquent, il faut non seulement s'attaquer aux problèmes des personnes âgées, mais il faut aussi s'attaquer aux problèmes des aidants. Donc vous voyez le spectre est vaste. Comment vous avez vécu le scandale
scandale Orpea, après la publication du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, puisque après ce scandale Orpea, il y a des familles de pensionnaires des établissements Korian qui ont porté plainte contre Korian également. Tous les établissements, la maltraitance, il faut absolument s'y attaquer, mais vous n'arriverez jamais, y compris à domicile. Comme la plus grande partie des personnes âgées sont à domicile, la maltraitance, elle est aussi à domicile, en plus par des familles qui sont aidantes et en général aimantes, mais qui n'ont pas de formation particulière. Donc la maltraitance, elle est partout dans les institutions, dans toutes les institutions. Évidemment, qu'il y a plus de plaintes dans les groupes qui ont des centaines de maisons de retraite que dans des petites unités individuelles où ça ne se passe pas pareil. Donc c'est un problème de nombre. D'ailleurs, on se rend compte qu'après ce scandale concernant la prise en charge des personnes âgées, on a eu aussi des scandales liés à la prise en charge des bébés dans les crèches. Pourquoi est-ce que dans nos sociétés, finalement, ce sont les personnes les plus vulnérables qui visiblement sont la cible de maltraitance Pour une raison simple, c'est que c'est les plus dépendantes. Ouais. Si vous êtes indépendant, si vous êtes autonome, comme nous sommes, personne ne peut nous maltraiter. Enfin, on peut nous injurier, etc. Mais enfin, nous, on s'en fiche d'être maltraité. Ça fait partie de la vie commune. Mais ces personnes âgées et les enfants, ils ne peuvent pas se défendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, plus on est dépendant, plus on est sensible. Parce que l'État s'est engagé à plus de contrôle, notamment dans les établissements. Le contrôle, c'est quelque chose qui peut permettre d'endiguer certaines dérives. Bien sûr que le contrôle est nécessaire, mais d'abord, avant qu'il y ait... moi, je préférais qu'on mette plus les moyens dans la formation, dans le développement de nouvelles institutions, de nouveaux programmes, plutôt que dans le contrôle, qui ne sera jamais, parfait. Donc, bien sûr qu'il faut un contrôle, mais il faut surtout beaucoup plus de moyens pour les politiques de lutte contre la dépendance. C'est Claude Malhuret, l'ancien ministre qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, a une question à vous poser depuis Fort-de-France. Claude Malhuret, on l'écoute. Bonjour Claude Malhuret. On se souvient de l'une de vos interventions remarquées à la tribune du Sénat. On était alors en pleine 4e vague Covid, dans un débat autour de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer. Aujourd'hui, tout ça nous semble bien loin. Dans nos territoires, les soignants non vaccinés sont réintégrés, comme partout ailleurs en France d'ailleurs. Avec le recul, que vous inspire tout ce débat et toutes ces polémiques ? On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et de leur rôle souvent néfaste. Dieu sait à quel point ces réseaux sociaux, dans la crise du Covid, ont été une propagation du discours complotiste, du discours anti-vax, etc. Vous nous parlez des Antilles, vous êtes aux Antilles actuellement, et Dieu sait que le problème a été bien plus grave, bien plus sérieux encore aux Antilles, avec une proportion de vaccinés très faible. Je dirais que, en définitive, la vérité, vous connaissez l'actualité depuis quelques semaines, l'actualité nous rappelle que petit à petit, les vérités finissent par se faire jour. Nous savons aujourd'hui que les études des antivax, et notamment les études de l'IHU de Marseille, n'étaient pas sérieuses, que l'hydroxychloroquine n'a jamais guéri personne, et que même d'ailleurs c'est un médicament toxique, donc il y a probablement des personnes qui en ont souffert, que le vaccin, regardez ce qui s'est passé en Chine. La Chine qui a refusé le vaccin occidentaux, qui avait un vaccin qui ne marchait pas, donc c'était l'équivalent de ne pas être vacciné. Vous avez vu ce qui se passe. Quand on ne vaccine pas, on a le confinement tel qu'on l'a vu, avec des scènes épouvantables en Chine. C'est ce que nous aurions eu. Bon, aujourd'hui, 1 an, 2 ans plus tard, la vérité a fini. Et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui contestent cette vérité. Il y en a encore. C'est assez étonnant. Est-ce que ce phénomène d'antivax et d'anti-médecine, finalement, n'est pas aussi en lien avec ces déserts médicaux qui se créent aux Antilles, sur tout le territoire français, et peut-être aussi dans l'Allier? Une moins bonne prise en charge, en réalité. Hier, les députés ont débattu de l'opportunité d'obliger des médecins à s'installer dans certaines zones de territoire. Finalement, il a été décidé que ce ne serait pas le cas, mais est-ce que ce n'est pas un problème aussi ?
Bien entendu que c'est un problème, mais ils ne sont pas liés directement. Il y a d'un côté des déserts médicaux, il y a des déserts médicaux dont on connaît la cause. Et les médecins, d'ailleurs, en sont en bonne partie responsables. Ils ont demandé le numerus clausus il y a un certain nombre d'années, et avec le numerus clausus, il n'y a pas assez de médecins aujourd'hui. Mais le fait de contester les vaccins, c'est à mon avis pas en liaison avec les déserts médicaux, parce que les médecins en France ont été quand même, à de très très rares exceptions près, des défenseurs, des propagateurs du fait qu'il fallait se vacciner. Alors qu'avec une une du Point cette semaine, la décivilisation au quotidien. Sur la montée des incivilités, est-ce que vous, c'est un phénomène que vous constatez aussi, que vous déplorez? Oui, oui, c'est... Justement, les hôpitaux, les écoles, tous ces personnels qui sont en première ligne d'incivilité, de violence du quotidien. Et on pourrait parler des maires, on pourrait parler des institutions, du rejet du politique. De plus en plus, il y a une contestation des institutions. Je pense d'ailleurs que ça nous renvoie à ce que Obama disait sur les réseaux sociaux, principale menace pour la démocratie. Je ne crois pas qu'on soit dans une situation catastrophique, inquiétante, mais il y a aujourd'hui, en même temps, je dirais, une montée des incivilités, de la constitution, de la contestation des institutions, et en même temps, on ne le voit pas, mais par rapport aux périodes antérieures, une baisse de la violence. Ça peut paraître bizarre parce que dès qu'il y a quoi que ce soit aujourd'hui, toutes les télévisions du monde le montrent et on a l'impression que ça monte. Mais en fait, c'est pas vrai, ça décroît. Moi, mes parents ont eu 20 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père était dans les tranchées à Verdun. Entre leur période et la nôtre, je peux vous dire que notre pays est infiniment plus apaisé qu'il ne l'était à l'époque. Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point, avec cette une, la décivilisation au quotidien, dans le Point qui sort aujourd'hui. Merci Armelle Le Goff. Et à jeudi prochain, bien sûr, sur ce plateau. Dans un instant, Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, sur ce plateau pour les questions internationales. Bonjour Demet Korkmaz. Bonjour. Bonjour. On démarre avec la Chine. On apprend que la Chine, en 4 ans, a augmenté de 40% le volume de ses armes nucléaires. 490 ogives pour la Chine, 290 pour la France. Comment la France peut espérer peser face à la Chine, face à un tel déséquilibre ? D'une façon, je vous répondrai d'une façon évidente, la France ne peut peser qu'avec ses alliés européens, qu'avec ses alliés américains et en général qu'avec ses alliés dans l'OTAN. Cette idée que la France, parce qu'elle a 290 têtes nucléaires, peut avoir une position autonome, aujourd'hui n'existe pas. D'ailleurs, ce que vous venez de dire le montre. Dans quelques années, la Chine en aura 10 fois plus. 1500, et presque autant que les Américains. Par conséquent, le problème est très très clair. La guerre d'Ukraine vient de le faire reconnaître à ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Malheureusement, avec un coût humain monstrueux, mais nous avons désormais compris, y compris je pense les plus obtus, que la France aujourd'hui est dans une alliance européenne, dans une alliance de l'OTAN et dans une alliance avec les grandes démocraties mondiales. Est-ce que vous considérez que la Chine est plus dangereuse encore que la Russie ? La Chine refuse tout traité de non-prolifération, en tout cas ne veut pas en entendre parler. La Chine est bien plus dangereuse que la Russie parce qu'elle est bien plus riche. Elle a une population 10 fois supérieure, elle a un budget 10 fois supérieure, elle a des ressources infiniment, et la Russie d'ailleurs, quand elle aura fini la guerre en Ukraine et qu'elle sera bien entendu, je l'espère, battue, va sortir complètement effondrée. Pour parler de la guerre en Ukraine, récemment le Washington Post a révélé que la CIA était au courant d'un projet de sabotage de Nord Stream 3 mois avant son explosion. Il se trouve que les éléments détenus par la CIA correspondent à ce que les enquêteurs allemands ont découvert, et visiblement il y a un faisceau qui pointe du doigt l'Ukraine. Si ces éléments sont avérés, qu'est-ce que ça peut changer ? Vous me dites si. C'est difficile de répondre aux questions qui commencent par si parce que... Mais cette éventualité-là existe. Or, aujourd'hui, personne n'en parle. Non, je vais vous dire, si personne n'en parle, et moi je pense qu'ils ont raison de ne pas en parler, c'est parce que ce genre de sujet est tellement
par définition propices à la désinformation, et Dieu sait que les Russes... Mais là, ce sont les enquêteurs allemands, on ne peut pas parler de désinformation, je pense qu'on peut... Vous savez, les Russes, il n'y a jamais eu plus d'espions russes et soviétiques à l'époque. Donc vous remettez en question l'enquête allemande, par exemple ? Dans ce genre de guerre, qui est pour une bonne partie une guerre de l'information, une guerre de la désinformation, les Russes sont les rois, et ils le sont depuis Staline, depuis le KGB. Et Dieu sait de quelle façon. Rappelez-vous le problème de la crise des missiles, quand le peuple allemand, quand les jeunes Allemands défilaient dans les rues en disant plutôt rouge que mort. Et ils avaient été complètement... Et donc aujourd'hui, sur un sujet comme celui-là, qui est tellement compliqué, je comprends qu'on ne s'exprime pas, parce que pour ma part, je suis loin, y compris le Washington Post et y compris les autorités allemandes, de penser qu'ils ont obligatoirement raison. Que dire de la Turquie qui bloque toujours l'adhésion de la Suède à l'OTAN? Ankara l'a réaffirmé. Pour le moment, c'est non. Alors que Stockholm a donné des gages, a donné un certain nombre de sympathisants du PKK. Qui pour siffler la fin de partie? Je pense qu'Erdogan fait comme d'habitude. Il fait monter les enchères. Et quand il estimera que le prix payé est suffisant, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce que la Suède peut faire de plus? Je pense que ça ne servira pas à grand-chose. C'est Erdogan qui va décider. Le jour où c'est pas la Suède à qui il demande des gages au jeu, il demande d'autres choses à l'intérieur de l'OTAN. Qu'est-ce que pourrait demander Ankara? À quoi vous pensez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour le moment, Ankara profite de cette guerre des deux côtés. Et il engrange des gains des deux côtés. Donc je ne suis pas dans la tête d'Erdogan, mais ce que je sais, c'est que son rôle est de faire monter les enchères. Il les a fait sur la Finlande, il a fini par céder. On a dû lui donner une partie de ce qu'il voulait. Maintenant, il attend qu'on lui donne... Très rapidement, sur le CIO qui a rencontré Emmanuel Macron pour faire revenir les athlètes russes et biélorusses au JO de 2024. Est-ce qu'il faut les réintégrer et sous quelles conditions? Puisque l'esprit olympique là, qui est en jeu. Oui, moi je suis... vous savez, j'ai une opinion assez mitigée du CIO. J'ai une opinion assez mitigée de toutes ces instances internationales, parce que chaque fois qu'il a fallu faire un geste vis-à-vis des régimes totalitaires, etc., c'est systématiquement au nom du sport qu'on a dit il faut... Mais moi je me rappelle les Jeux de Berlin avec Hitler, je me rappelle la diplomatie du ping-pong en Chine. Les régimes totalitaires ont toujours utilisé cette diplomatie du sport, et par conséquent, je pense que je suis assez mitigé sur le fait de réintégrer ces équipes sportives. Claude Malhuret, Floréal Hernandez, qui est rédacteur en chef de 20 minutes, qui est notre partenaire, a une question à vous poser. On écoute Floréal Hernandez. Claude Malhuret, Elisabeth Borne est-elle toujours la meilleure option pour mener le gouvernement, ou Emmanuel Macron doit-il changer de chef de gouvernement? Il faut lui demander. Il faut lui demander. Moi, je pense que... Écoutez, quand Elisabeth Borne est arrivée, tout le monde a dit « Oh là là, c'est une techno, c'est pas le bon casting pour le Premier ministre. » C'est souvent le cas. On a dit aussi ça de Castex, on a dit aussi ça d'Édouard Philippe quand il est arrivé, personne ne le connaissait. Et puis petit à petit, je pense qu'Édouard Philippe était un très bon Premier ministre, que Castex a été un très bon Premier ministre. Et qu'Elisabeth Borne, dans le contexte d'une absence de majorité à l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui seraient plantés depuis. Donc c'est facile de critiquer, mais moi je ne fais pas partie des Borne bashing. La une de 20 minutes d'ailleurs de nos confrères partenaires de cette émission, vous la voyez, c'est la femme tech, mal épaulée avec un titre humoristique et un dessin. C'était Claude Malhuret, notre invité, l'ancien ministre, président du groupe Les Indépendants au Sénat. La vie politique ne vous apparaît pas trop dure, difficile? Cette décivilisation dont parlait tout à l'heure Le Point, elle n'existe pas en politique, au fond, aujourd'hui, dans les joutes parlementaires qui sont de plus en plus violentes à l'Assemblée nationale, dans ces groupes politiques de plus en plus radicalisés. Est-ce que vous partagez ces avis? Je pense que c'est conjoncturel. Je pense que ces groupes politiques, c'est à mon avis une période ils sont contre la République, ils sont contre la démocratie. Ils ne devraient pas être à l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'ils le sont. Ils n'ont pas de solution à proposer, parce que la 6e République de Mélenchon, excusez-moi, mais si, quelles que soient ces critiques et ces hurlements à l'Assemblée, le jour où on aura la 6e République de Mélenchon, on regrettera la démocratie de la 5e République. Donc je trouve ça, je suis navré que ces groupes extrêmes, d'extrême droite ou d'extrême gauche... Ce n'est pas le cas au Sénat.
Non, ce n'est pas le cas au Sénat, parce que, pour différentes raisons. Mais d'abord parce que l'électorat du Sénat, c'est les maires. Et que ce n'est pas... Il n'y a pas de grande vague. Tout le monde se parle au Sénat. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a pas de ces groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc déjà, ils ne sont pas élus au Sénat, parce que l'élection à double détente fait qu'il n'y en aura jamais plus de 1, 2 ou 3 sur l'ensemble des sénateurs. Alors, est-ce que la vie politique est plus violente aujourd'hui? Elle est plus, je dirais... ils sont en train de se décrédibiliser. Je parle de LFI, c'est ce qui se passe à l'Assemblée. Moi, quand je rentre à Vichy le week-end, les gens me disent mais je ne vais plus aller voter pour voir ce spectacle. Ils sont en train de se décrédibiliser, mais ils sont surtout en train de décrédibiliser l'Assemblée nationale, et c'est ça qui est regrettable. Claude Malhuret, ancien ministre, président du groupe Les Indépendants au Sénat, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci d'Emmet Korkmaz. Jeudi prochain, nous recevons Éric Ciotti, le président des Républicains, sur ce plateau en direct. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Au revoir à tous. Bonne journée.